Comment fonctionne notre réalité et comment se positionner en son sein? Dans cette première partie, nous allons nous intéresser aux deux états vécus dans la réalité et aux deux mouvements à l'origine de tout ce qui existe. Nous verrons les implications que cela a sur notre vie et les différentes postures que nous pouvons adopter. Bonjour, je m'appelle Christophe, je suis thérapeute holistique et je vais vous partager la vision que j'ai de la réalité. Parmi les deux états, le premier état est celui d'harmonie que nous nommons sur le plan physique l'état de santé et sur les plans émotionnels et mentaux l'état d'équilibre. Le second est celui de disharmonie qui s'exprime sur le plan physique par des sensations désagréables jusqu'à la douleur et sur les plans émotionnels et mentaux par le stress et les troubles psychiatriques connus. Le mot harmonie reflète bien la nature de notre réalité puisque cette dernière est constituée essentiellement d'ondes à 99,99%. On peut comprendre que certaines ondes nous soient bénéfiques et d'autres dommageables, voire mortelles. Nos corps étant des champs d'ondes électriques et électromagnétiques qui résonnent sur certaines fréquences, c'est-à-dire des harmonies, ces champs d'ondes sont sensibles aux autres champs. Les pensées et les émotions étant aussi des ondes, on peut là encore comprendre l'impact de ces dernières sur l'état de santé général de notre corps. Le stress provenant de pensées ou d'émotions disharmonieuses peuvent perturber le champ d'un ou plusieurs organes et le rendre dysfonctionnel. La maladie, qu'on devrait appeler le mal Hadi, va rendre compte de cette dysfonction. En parallèle, la science a pu démontrer une augmentation significative des maladies suite à l'apparition de nouvelles fréquences dans notre environnement moderne. Ces nouvelles fréquences, inconnues jusqu'alors pour nos propres champs, les perturbent plus ou moins. Notre capacité d'adaptation ayant ses limites, il est clair que nous devons nous intéresser à ce sujet avec sérieux. En lien avec ces deux états se manifeste dans notre réalité un mouvement qui, selon où nous nous trouvons dans ce mouvement, nous le fait percevoir de deux manières différentes. Ce mouvement se répétant à l'infini crée automatiquement des cycles. Un cycle de contraction, de réunification et un cycle de diffusion, de séparation. Ce que nous nommons sur le plan humain l'amour et le rejet, où le bien et le mal est une interprétation déformée de ces deux cycles. Ce mouvement est représenté en physique quantique par le torus qui compose la trame de l'univers. Dans le torus, la contraction suit le déploiement et vice-versa. Le seul endroit stable non polarisé est le centre du torus où le mouvement naît et meurt et se recrée constamment. Tout, je dis bien tout dans notre réalité est constitué de torus. C'est à travers lui que les ondes se créent et se propagent. Les torus se retrouvent au niveau quantique en tant que particules, jusqu'au niveau macroscopique de l'univers en tant que galaxie et au-delà. Tout est torus dans des torus et cela à l'infini, se répliquant d'une manière fractale. La réalité se meut et se déploie d'une manière que je n'aborderai pas ici, car ce sujet nécessite un autre exposé qui sera dans la partie 2. Ce qui nous intéresse ici sont les cycles que l'on observe dans le mouvement du torus. Dans ce dernier, vous pouvez voir que le mouvement naît en son centre, que nous nommerons la particule, et se projette ou s'expanse vers le bas, puis monte sur les côtés pour former une demi-sphère,
puis se contracte pour revenir par le haut vers la particule au centre. Vous pouvez observer une ouverture d'entonnoir qui se crée en haut. Cet entonnoir va se nommer un trou noir, car ce dernier absorbe l'énergie, l'information engendrée par le mouvement, et la projette vers le centre du torus. L'entonnoir du bas, que nous nommerons un trou blanc, symbolise la naissance d'un nouveau cycle. Le torus se recrée donc constamment, digérant, analysant, puis recréant un nouveau monde à chaque cycle dans un Big Bang perpétuel. Vivre dans la polarité implique donc des cycles de création, d'expansion, puis des cycles de contraction et de recréation, donc de transformation de ce qui a été créé. Ces cycles perpétuels sont de durée variable, d'un millionième de seconde à des milliards d'années. Dans une partie du cycle règne l'ordre, dans l'autre partie, le chaos. Cet ordre et ce chaos seront plus ou moins intenses selon la position où l'on se trouve personnellement dans le cycle du torus. À ces deux positions ou états du torus, on doit rajouter un état neutre qui correspond au passage à son centre au niveau de la particule. Cet état neutre est souvent imagé par l'état situé entre l'inspiration et l'expiration. Ces trois états dans le torus se retrouvent définis de manière différente dans les religions ou les philosophies diverses. Par exemple, dans la théologie chrétienne, le centre, donc la particule, représente Dieu le Père, le non créé, l'esprit. La périphérie du torus ou le 8 infini représente le Saint-Esprit, le messager. Et le contenu du torus, l'énergie qui circule en son sein, représente le Fils, les plans manifestés, c'est-à-dire les plans mentaux, astraux et physiques. Dans la théologie hindouiste, le centre représente le dieu Brahma, le non créé, l'esprit. La partie basse du torus en expansion représente Shiva, le créateur, et la partie haute du torus en contraction représente Vishnu, le destructeur. On retrouve aussi dans les deux pôles la notion de yin et de yang, le principe féminin et masculin, comme dans le taoïsme ou le chamanisme. Dans la philosophie bouddhiste, le centre représente le nirvana, le non créé, le vide, l'esprit. La périphérie du torus et son contenu représentent la maya, l'illusion ou le rêve de l'esprit. En ésotérisme, le centre du torus est lié à l'esprit, la périphérie à l'âme et le contenu aux corps expérimentaux, les corps mentaux, émotionnels et physiques. En physique, pour finir, le centre du torus représente la partie électrique et la périphérie, le champ électromagnétique. Ces cycles d'expansion et de compression se superposent les uns aux autres. Nous en connaissons certains comme les cycles lunaires ou solaires, les cycles des saisons, les cycles biologiques ou énergétiques, les biorhythmes, la respiration, la vie et la mort, l'attraction et la séparation d'un partenaire, la création d'une société et son délitement. Pour exemple, nous sommes actuellement dans un cycle de transformation qui a commencé en 1987 et finira en 2037, et ce qui ressortira de ce cycle déterminera le futur pour les 1000 ans à venir. C'est-à-dire qu'on repartira dans un cycle de création pour les 1000 ans à venir. Ces cycles sont immuables et telle une horloge ordonnent tout l'univers. En tant que conscience incarnée dans des corps plus ou moins denses, l'être humain est assujetti à ces cycles. Notre seul choix demeure uniquement dans le positionnement de notre conscience dans l'instant. C'est-à-dire que notre conscience peut se positionner soit sur le noyau central du torus, au niveau de la particule, soit sur le mouvement autour du noyau, dans sa périphérie. Et cela change totalement la perception de la réalité. Au centre, nous demeurons stables et en paix, observant le mouvement avec détachement.
Dans le mouvement, nous sommes constamment en train de nous recréer, pris par les émotions et pensées que le cycle dans lequel nous sommes induit. C'est ce que nous appelons vivre. Ce que nous appelons aussi la réalisation dans la spiritualité est ce positionnement stable dans le noyau. Ainsi, tout comme au centre d'une tornade, le silence et la paix demeurent. Sur le plan humain, nous pouvons constater que toutes nos actions, pensées, ressentis, peuvent se résumer à travers des sentiments agréables et désagréables. Nous cherchons constamment à reproduire ce qui est agréable et à fuir le désagréable. Donc nous recherchons constamment à rester en harmonie. Cependant, nous confondons les états avec les cycles, ce qui peut entraîner des états disharmonieux. Je m'explique. Les cycles sont inéluctables, nous ne pouvons les stopper. Nous pouvons cependant les vivre différemment selon notre positionnement au sein du torus. Par exemple, lorsque deux personnes sont en cycle d'attraction, c'est-à-dire qu'ils sont amoureux l'un de l'autre, s'ensuivra automatiquement un cycle de séparation, ne serait-ce qu'au moment de la mort. Ne pas accepter le cycle de séparation peut nous plonger dans un état de disharmonie, donc de sensations désagréables. Par contre, celui qui accepte la séparation évite de vivre la disharmonie. Il ne verra pas la séparation comme un problème ou un malheur, mais comme une évidence, liée au cycle. Il saura aussi qu'un nouveau cycle d'attraction s'ensuivra. Certains couples se séparent puis se retrouvent plus tard quand des changements intérieurs ont eu lieu. Donc celui qui accepte le mouvement des cycles restera centré au centre de soi, au centre de son torus, et observera la vie, c'est-à-dire le mouvement de sa périphérie. Pour lui, les notions de bien et de mal seront des jugements liés au fait que l'on est sorti de son centre. Ces notions de bien et de mal sont importantes à comprendre. Si l'on observe avec discernement, nous verrons que ces deux notions varient selon les époques et les idéologies et sont liées au niveau de conscience du moment et à la sensibilité des personnes. Par exemple, l'esclavage a été considéré comme une bonne chose à une époque, une mauvaise à une autre. Manger de la viande est une bonne chose pour certains, une mauvaise pour d'autres. Sur le plan mondial, chercher à instaurer un ordre mondial et l'uniformisation de toutes les cultures semble être un mouvement de réunification, de fusion, et est présenté comme une bonne chose. Pourtant, cela entraîne aussi la destruction de toutes nos différences, de nos particularités, de notre originalité en tant que nation. Ce paradoxe montre bien que si le mouvement d'apparence unitaire part de la peur de ce qui est différent, non similaire à soi, donc du rejet de ce qui est différent, ce sera vécu comme un mal pour beaucoup. À l'opposé, cela semblera un bien pour celui qui propose ce projet, le bien de mettre fin à sa peur de l'autre, le bien de pouvoir garder les privilèges que sont les siens. Donc on peut voir que les notions de bien et de mal changent selon l'état de conscience dans lequel on est et selon la vision de la personne qui regarde. L'équilibre ici serait de proposer par exemple sur le plan mondial une fraternité mondiale axée sur le respect des différences et de leur émancipation. Autre exemple, dans un couple, une attraction puissante entre deux partenaires, que l'on appelle la passion amoureuse, va uniformiser à la longue les deux protagonistes, chacun cherchant à ressembler ou répondre aux désirs de l'autre. Les deux vont perdre petit à petit leur personnalité propre. Un bien peut devenir un mal et vice-versa, sans équilibre. Maintenir une distance suffisante avec l'autre et l'accepter dans ce qu'il est sans vouloir le changer, c'est maintenir un équilibre entre le je et le nous. Pour moi, la réelle notion de mal, c'est la perte de conscience de l'unité de ce mouvement de création et de recréation. C'est le refus du changement, le rejet de l'inconnu, le refus de laisser partir ce qui est là.
C'est aussi la vision de séparation sans la vision de l'unité. La réelle notion de bien, c'est l'acceptation de ces cycles et son non-jugement. La vision de l'impermanence de toute chose et de l'unité de toute chose dans la diversité. Cela se réalise à travers le cœur, c'est-à-dire le centre du torus. L'amour en soi est incapable de rejeter. Il ne peut qu'attirer et réunir. C'est le mental qui a pour fonction de rejeter, de diviser ou de séparer. Donc celui qui juge ne peut pas être dans l'amour, il est dans le mouvement de rejet d'une autre vision que la sienne. Dans la vision non polarisée de la vie, donc une vision unifiée, le chaos se voit nécessaire à l'ordre, c'est lui qui incarne le feu du changement. On comprend qu'à l'opposé, un ordre établi ne sera plus créatif, il reste confortable mais non évolutif, dont le chaos est nécessaire à l'ordre. Même les personnes très attractives, car étant focalisées sur le mouvement d'attraction et d'amour, sont obligées d'entretenir un certain niveau de rejet, sinon elles ne pourraient exister dans cet univers polarisé. Elles fusionneraient avec toute personne de même niveau. Donc c'est notre pourcentage de rejet à nous qui nous empêche de fusionner avec l'autre, c'est ce pourcentage qui maintient notre individualité. Donc nous avons besoin de ce chaos ou de ce rejet à nous, à un certain pourcentage, pour pouvoir être équilibré. La vie représente donc une recherche perpétuelle d'équilibre entre ces deux principes. L'un ne doit pas combattre l'autre dans le but de le faire disparaître, mais s'amuser avec, le défier, prendre son droit d'exister dans ce jeu cosmique. Comment rester au centre du torus, au centre de soi? Tout simplement en observant toutes les pensées, croyances qui créent de la désharmonie en soi. Ceci n'est pas juste, il ne devrait pas faire cela. Je ne suis pas assez, je ne suis pas comme il faut, je ne suis pas assez bien, etc., etc., et ne pas y répondre. Le fait, par exemple, de militer au sein d'une association écologique peut sembler aller dans le sens de l'harmonie. Mais est-ce que cela crée de l'harmonie en moi ou de la disharmonie? Est-ce que ma façon de militer est harmonieuse ou me provoque-t-elle plus de tension? Je peux très bien, sans me rendre compte, militer pour un monde plus harmonieux, tout en projetant inconsciemment de la disharmonie par ma colère et par ma non-acceptation de ce qui est. À l'opposé, on peut très bien manifester, militer pour quelque chose et non contre quelque chose, pour montrer qu'on n'est pas d'accord avec ce qui se présente à nous, mais être heureux de ce que nous voulons qui apparaisse dans le monde. Dans cette première partie, nous avons parlé de comment rester en harmonie malgré les cycles inéluctables. Nous allons voir à présent comment créer la réalité de notre choix dans les cycles proposés. Dans notre corps, nos grands torus, c'est-à-dire le cœur, le cerveau et les tripes, ainsi que nos petits torus, nos cellules, sont des émetteurs, récepteurs d'ondes, harmonieuses ou disharmonieuses. Elles créent constamment et inconsciemment, en relation avec les autres, le monde dans lequel je suis. Ceci est lié à la loi de l'indéterminisme qui décrit qu'un atome, qui est un torus, peut exister en plusieurs endroits en même temps jusqu'à ce que l'on vérifie ce qu'il fait. Influence de l'observateur. Cela peut être imagé par la vision suivante. Potentiellement derrière vous, des milliers de ballons rebondissent. Mais au moment où vous vous retournez, vous ne voyez qu'un seul ballon à un endroit précis dans l'espace. Cela veut dire que quelque part, en tant qu'observateur, vous avez décidé que ce ballon rebondirait à tel endroit. C'est l'observateur qui a influencé tous les potentiels possibles du rebondissement du ballon. C'est quelque chose de très important à comprendre, car si vous comprenez ça, vous allez comprendre que nous sommes tous, absolument tous, créateurs de notre réalité future. L'intention mentale est ce qui active le champ périphérique électromagnétique d'un torus et prédétermine sa fonction, sa forme finale.
Le cœur, lui, à travers le désir, est ce qui maintient la longévité du chant et sa manifestation sur le plan physique. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que par votre intention, l'objet va prendre une forme et se manifester à un endroit précis. Et c'est votre désir qui va faire en sorte que la forme que vous avez projetée va se manifester sur le plan physique. Comme dans notre réalité nous sommes tous créateurs, c'est la pensée dominante, évidemment, qui crée la forme que va prendre la réalité pour le collectif. Et c'est son désir qui la réalise. Ceci est vraiment la chose la plus importante à comprendre. Si vous maîtrisez ou manipulez le désir des autres, vous les faites participer à votre propre création. De même, si vous sapez le désir des autres, ils suivront votre désir. Donc, ceux qui contrôlent l'information contrôlent l'avenir de tous. Si on projette à des millions de personnes régulièrement des films de guerre, et que ces personnes regardent le film sans se positionner, c'est-à-dire sans manifester leur acceptation ou non de ce qui se passe dans ces films, eh bien, quelque part, on fait rentrer à l'intérieur de vous, à travers le film, la probabilité ou la possibilité que, dans le futur, ces choses-là se manifestent. On vous fait accepter que la guerre puisse se manifester sur Terre à un endroit précis. Et ceci est valable pour n'importe quel type de film. Si on vous abreuve constamment de films où il y a des meurtres, de l'agressivité, quelque part on habitue votre cerveau créatif, c'est-à-dire votre capacité à créer, à banaliser ces choses-là et à faire que ce n'est pas un problème. Donc petit à petit, on vous influence à vivre dans un monde comme ça, et vous serez d'accord parce que vous n'avez pas manifesté votre non-consentement. Donc à chaque fois que vous regardez un film ou une série qui montre quelque chose dans laquelle vous n'aimeriez pas vivre, vous devez manifester votre non-consentement en disant à voix haute, car le verbe est créateur, je ne consens pas à ce que je vois. Ça ne vous empêche pas de regarder le film, mais vous ne voulez pas que ce film-là participe à votre réalité future. J'insiste sur ce point. Si quelqu'un n'a pas de vision de la réalité, n'a pas une vision particulière très précise et qui ne la projette pas, en fait, il est soumis à la projection de la réalité des autres. C'est-à-dire, si on vous projette constamment des films d'horreur, des films d'agressivité, des films d'action ou très musclés, eh bien, quelque part, si vous ne dites pas non, en fait, cela rentre dans votre champ de création et vous participez inconsciemment à ce que cette création se manifeste tôt ou tard dans la réalité. On pourrait très bien focaliser les personnes sur leur capacité à déployer justement leur capacité psychique et spirituelle afin de les rendre libres et autonomes. Or, on les focalise sur une dépendance de plus en plus grande à une technologie contrôlée par une petite minorité d'individus. C'est ainsi qu'une nouvelle forme d'esclavage se met en place insidieusement. On nous montre plus en plus de films qui vont vers ce qu'on appelle le transhumanisme, c'est-à-dire un homme mélangé à de la technologie, à des machines, à du robot, le cyborg. Et quelque part, en observant cela et en trouvant cela peut-être fun, nous acceptons que cette réalité se manifeste dans un futur plus ou moins proche dans notre quotidien. Donc il est important de choisir les films que l'on regarde ou de vous positionner en disant que non ou oui, vous êtes d'accord avec cette possibilité de réalité dans le futur. Et il est aussi important de projeter vous-même la vision que vous avez du futur que vous voulez pour vous-même et votre descendance. Très souvent, je peux observer dans les séries ou dans les films un sauveur extérieur. Ce sauveur peut prendre la forme d'un super-héros, d'une société particulière, quelque chose qui va venir nous sauver et arranger la situation dans laquelle nous sommes. Or, si vous avez compris ce que je dis en première partie, vous comprenez que le sauveur fait partie de la périphérie de Taurus. Ce n'est pas
dans la périphérie que vous pouvez trouver la paix et le bonheur que vous recherchez. La paix et le bonheur que vous recherchez se trouvent toujours au centre du torus, c'est-à-dire en contact avec votre soi intérieur, à l'intérieur de vous. Tant que vous cherchez quelque chose à l'extérieur de vous, eh bien, vous serez toujours dépendant des aléas émotionnels et mentaux que la vie va vous proposer. Donc le mouvement doit partir toujours de l'intérieur de soi, c'est-à-dire écouter quel est notre véritable désir, qui est particulier, qui ne ressemblera peut-être pas à celui de l'autre, et l'incarner dans notre réalité. De projeter notre propre vision du monde que l'on veut dans le futur, et ce monde-là va s'actualiser, va se mélanger aux projections de toutes les autres personnes autour de vous, et c'est cet ensemble de projections qui va créer la réalité future. Voilà, c'était le message le plus important que je voulais vous faire passer, surtout en ce moment, car comme je vous l'ai dit plus tôt, le cycle dans lequel nous sommes est très particulier, c'est un cycle de création, et ce sont dans les cycles de création que nous projetons notre futur pour les 1000 ans à venir. Je vous remercie de votre écoute et je vous donne rendez-vous pour une autre conférence sur un approfondissement de comment notre réalité se manifeste à travers les torus et à travers les formes géométriques. À bientôt.